Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux se choisissent en fait un leader. Tir dévié bloqué par Roy. Tchaikovsky à haut. C'est quel arrêt encore? Roy est superbe. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle édition du podcast Les Glorieux et aujourd'hui, c'est la fête. C'est la fête pourquoi? Parce qu'on va parler juste de Lane Hutson et de son nouveau contrat de 8 ans avec le Canadien de Montréal. Je vais gagner ton animateur. Et avec moi aujourd'hui, Alexandra Philibert. Hello! Hello! Et Rick Springhetti. Salut Rick! Bonjour tout le monde. D'habitude, je fais pas des spoilers de même, de raconter tous les sujets qu'on va jaser, mais là, c'était assez simple. C'était short and sweet. On parle de Lane Hutson. Le Canadien, j'aime bien prendre, tu sais, j'ai pris cette habitude-là de donner l'affiche du Canadien, puis son rang, donc après 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite en temps réglementaire, bon pour 4 points et 7e place au total dans la Ligue nationale. Mais ça, on s'en sac parce que Lane a signé un contrat! Ben aussi parce que ça veut rien dire avant les fêtes, là, en général. À part pour les Sabres de Buffalo, ça c'est un autre sujet. Mais reste que, tu sais, après 4 matchs... J'entends dire qu'ils sont déjà éliminés. C'est vrai, ça, c'est une rumeur? L'avenir nous le dira, mais ouais. OK. Bon, embarquons là, dans le vif du sujet. Je veux savoir. Je commence avec toi, Rick, et après ça, Alexandra, tu partiras avec la rondelle. Je veux savoir, au moment où est-ce que vous avez appris la signature du contrat de Lane Hutson, 8 ans, 8,85 millions de dollars, pour un total de 70,2 millions, une affaire de même. Là. Je veux savoir, quelle a été votre première réaction? La première chose qui vous est venue en tête quand vous avez entendu les chiffres puis que c'était fait. Rick? Moi, j'avais espéré, j'ai dit, je pense qu'il y a une offre à faire, puis il y a une entente à venir à environ 9,5. Alors, le fait qu'il y ait eu moins que ça, je pense que, tu sais, j'aime pas dire que c'est une victoire là, pour le Canadien, parce que c'est pas une victoire pour le Canadien. Là. On s'entendra que c'est une bonne entente pour les deux équipes. J'ai été un peu surpris parce que j'ai eu vent, puis on a eu vent. D'une première offre qui n'avait pas été très populaire au plan du clan de Lane Hutson, une première offre qui a été vraiment beaucoup plus bas. Je me demandais un peu si ça allait affecter le reste des négociations. Mais je m'attendais à une entente dans les 3-4 dernières journées parce que je me disais c'est anormal habituellement que des équipes discutent de contrats pendant la saison régulière. Surtout un contrat qui n'était pas dû pour le moment. Là. C'était pas qu'il allait devenir un agent libre sans compensation. Là. Il n'y avait bien pas droit à la, comment on dit, la médiation. Ou rien l'arbitrage. De ça. Alors, je m'attendais à quelque chose qui s'en venait. Là. Je dis, s'ils discutent en ce moment, c'est pour ça. Alors, pour moi, ça va avec les autres contrats. Là. C'est des contrats. Kent Hughes fait ça comme un génie un peu, là, mais il fait ça très bien parce que c'est des contrats qui permettent d'avoir des équipes plus complètes, balancées. Tu as de l'argent qui reste pour avoir une bonne profondeur. Alors, bravo, puis c'est une excellente chose. Puis comme je ne dis pas qu'il y a de gagnants et de perdants, là, parce qu'on s'entend que c'est dur d'être un perdant à 8,7 millions, là. Même s'il aurait pu en avoir un peu plus, peut-être ailleurs. Mais je pense qu'il se dit, pour les 8 prochaines années, je vais jouer pour une bonne équipe. Une équipe qui va être l'une des meilleures du circuit, parce qu'il ne faut pas oublier, s'il allait refuser l'offre, mettons, puis il ne voulait pas signer à Montréal parce qu'il voulait avoir plus ailleurs, Montréal pouvait l'échanger n'importe où. Là. Il n'y a pas de clause dans-échange en ce moment. Là. Il aurait pu se ramasser Buffalo, quelque chose comme ça, ou une équipe qui ne va pas loin là, en ce moment. Alors, c'est win-win, comme on dit en anglais, c'est une super de bonne nouvelle pour les amateurs de hockey du Canadien. Alex? Ben, ma première réaction était « Fuck yeah! » Parce que j'ai... OK, il y a une heure de 14 ans, puis je pense que je m'en remettrai jamais. Mais, tu sais, c'est comme un peu la colle qui vient tout ramasser les pièces qui étaient déjà là chez le Canadien. Il est pas... En fait, il va devenir une aubaine. Le contraire m'étonnerait vraiment.
c'est cohérent avec la culture de... Je pourrais dire culture d'entreprise, mais ça, c'est une déformation professionnelle quand je dis ça. La culture de l'organisation du Canadien, tant au niveau du terme que des sous à rattacher à ça. Puis tu viens vraiment de juste barrer ton corps. Tu sais, je veux dire, tous les joueurs, les jeunes joueurs là, qui font partie de la vision long terme du Canadien, tu sais, Slav, Suzuki, Caulfield, name it, ben, ils sont pas mal tous signés. T'sais, après ça, bon, ben, oui, Bolduc s'est ajouté, ça pourrait être quelque chose à long terme. Je veux dire, il performe très bien jusqu'ici, mais on verra aussi. Il est jeune. Là, c'est pas nécessairement un jeune, mais Carrier en fait partie aussi. Bref, il y a tout ce corps-là qui est lock-in. Puis là, tu peux construire alentour aux besoins, aller chercher les pièces que tu as besoin. Je me souviens pas, tu sais, je suis pas si vieille que ça, là, j'ai 34 ans, mais je me souviens pas la dernière fois que j'ai vu ça chez Canadien. Je suis pas convaincue que j'ai vu ça à ce point-là. Tu sais, oui, on a eu des corps différents, mais à ce point-là, bien équilibré en termes de masse salariale, comme Rick a dit, toutes ces choses-là, je me rappelle pas. Puis honnêtement, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été excitée comme ça face aux Canadiens en général. Puis là, de rajouter un contrat qui fait du sens, puis qu'on va pouvoir, en théorie, bien vivre avec ça, peu importe ce qui se passerait, ou presque, dans l'optique que les plafonds salariales vont continuer, en théorie, d'augmenter aussi. Ben, je trouve que c'est un peu comme le meilleur des deux mondes. Fait que oui, quand je l'ai vu, je fais « fuck yeah! » Puis je l'ai envoyé à des amis sur Messenger. Je suis quand t'es malade! Voici le terme! mais je suis comme ça. Puis, tu sais, j'aurais peut-être que si le terme puis les sous étaient différents, peut-être j'aurais fait comme « Hey, oui, c'est le fun qu'il soit signé, mais me semble c'est beaucoup. » Mais en même temps, on regarde sa saison recrue. Il n'y a rien qui indique que ça va être différent dans... T'sais, oui, tout joueur peut avoir une mauvaise saison, mais en termes de constance, elle est là. Fait que moi, je suis pas... c'est pas un joueur avec des points d'interrogation, un peu comme Slav. Des fois, tu fais comme, hey, c'est quel Slav qu'on va avoir? Mais là, avec Cole Caulfield, bon, ça y est, je déballe. Avec Lane Hudson, tu sais pas mal à quoi t'attendre. Puis ça, c'est le fun. Puis bref, je pense que dans tout ça, le terme, l'argent, le joueur, l'ensemble des contrats qui sont là présentement, je pense que c'est peut-être le meilleur des mondes. Puis, c'est tant mieux qu'on l'ait pas payé trop cher, entre guillemets. Tant mieux qu'on l'ait pas été trop bas. Puis peut-être que le Canadien s'est essayé de faire « Hey, on va essayer plus bas qu'on veut aller. » Puis s'il accepte, tant mieux, ha ha ha. Puis OK, il veut pas. Bon, ben, mettons, c'est quoi tu veux ça? OK, on s'entend-tu pour telle affaire? Oui, parfait. Tu sais, je pense qu'il a pas été insulté avec la première offre, mais j'ai vraiment l'impression que le Canadien a fait son petit gamble, genre, on va l'essayer, là, il est jeune. Il va peut-être dire oui. Mais si on s'entend, il y a des agents et tout là-dedans, mais reste qu'il a pas été insulté de ça s'est bien terminé. Puis oui, tu sais, comme Rick disait, il n'y avait pas d'urgence, mais je pense que ce soit fait permet aux Canadiens, puis à l'équipe, les joueurs, on l'a vu, ils étaient heureux, là. Tu sais, ils l'ont su pendant l'entraînement ce matin, puis ils sont allés faire un gros câlin de groupe un peu intense, puis tu sais, ce qu'ils se disaient, c'était vraiment « Ah, ben tu payes le souper à soir, puis blablabla. » Fait que tu sais, je pense que ça fait juste consolider l'esprit d'équipe. Le contrat à Lane est signé, Lane est là pour un petit bout, puis tout le monde est heureux, puis c'est parfait. Fait que c'est ça. Je me répète, mais fuck yeah! Le mot-clé de Alexandra. Fuck yeah! Yeah! Moi, j'ai été... parce que, tu sais, on a entendu plein de monde là, dire « Ah, ça se fera pas avant l'été prochain. Ah, ça va se faire, c'est imminent. » Puis là, tu sais... Montréal et la panique. Bon, c'est ça, main dans la main. L'anxiété à côté. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, OK, ça va arriver. Puis que là, ben, en plein lundi, tu sais, qu'il n'y a rien qui se passe, là, tu sais, c'est férié en plus. Puis là, boum, ça tombe sans... Tu sais, il n'y a pas eu de... Hey, j'entends dire que les négociations, là, c'est de plus en plus intense, puis ça va se faire d'ici... il y a eu moins de rumeurs. Il y a moins eu ça, tu sais, dans les derniers 1000, il y avait en global, tu sais, les impressions, mais il n'y avait pas... OK, là, ils ont recommencé à jaser. Il y a eu la semaine dernière le fait qu'il y a une autre personne qui s'est mise à représenter Lane Hudson du côté de Quartex, donc toujours dans la même boîte, mais une autre personne. Et moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'à un moment donné, Lane a un peu mis son pied à terre, de dire, là, c'est assez le niaisage, je veux que ça soit fait. T'sais, le début de saison, c'est pas 100% impeccable pour Lane Hudson. Il n'y a pas
autant de points que ce qui pourrait peut-être s'attendre. Puis là, ben, tu sens peut-être le tapis qui te glisse en dessous des pieds, puis peut-être que la négociation te joue dans la tête, puis peut-être que là, tu te mets à trop penser, puis peut-être. Puis il a mis son pied à terre. Probablement que c'est une affaire de 500 000, 1 million de différence entre ce que le Canadien offrait et ce que lui demandait. Puis à un moment donné, tu mets de l'eau dans ton vin, puis tu dis, ben ça va être ça, on va s'arranger, puis on sera pas malheureux pour autant. Je veux juste revenir sur la structure du contrat. OK? Le contrat, c'est un contrat de 8 ans, bien sûr, et la majorité de cette entente-là sera sous forme de boni de signature. Et c'est extrêmement important. On parle de 55 des 70,8 millions de dollars qui vont être en boni de signature. Ça fait deux choses. Ça fait que c'est un contrat qui est difficilement rachetable parce que c'est le salaire que tu rachètes et non pas les bonnets à la performance. Le contrat de Carey Price était fait sur la même structure, soit dit en passant. Donc, ça m'étonnerait là, qu'on rachète Clay Hudson, mais tu sais, c'est dans l'équation. C'est un bon risque, somme toute, là, dans somme son toute, cas. D'après moi, on va dans être son correct. cas, c'est un bon risque. Et l'autre élément, c'est que les bonnets à la signature ne sont pas considérés comme un salaire. Donc, tu payes ton impôt dessus à l'endroit où est-ce que tu habites quand tu le reçois. Et je ne sais pas si vous vous souvenez le calendrier de la Ligue nationale, mais semble-t-il que les bonnets de signature, c'est comme le 1er juillet. Puis les gars sont à la maison, chez eux. Pas chez eux dans la ville qui jouent. Fait que Lane, il va pouvoir passer ça sur ses impôts aux States. Fait qu'il sauve des impôts là-dessus aussi. Fait que je me demande, puis tu sais, Rick, peut-être tu as eu des infos, ou Alex, tu as peut-être vu passer des choses. Je me demande jusqu'à quel point c'était là où est-ce que la gang de les Dunson ont fait comme OK, je suis prêt à accepter moins, mais voici la manière de structurer le contrat que je propose. Il y a juste la dernière année du contrat qui est à 7,2 flat, 100% de salaire. Le reste, il n'y a pas de boni. Le restant, là, c'est du 1 million, 1 million 2, 1 million ish là, en salaire, puis le reste, c'est du boni. Toi, Rick, as-tu entendu des choses dans cette lignée-là sur la manière que les négociations se sont faites? C'est un peu la nouvelle façon de faire beaucoup de contrats maintenant dans la Ligue nationale. Je pense que ça a commencé un peu l'année dernière que les gens ont commencé à aller avec cette façon de faire. Et à ma connaissance, et peut-être je me trompe, mais je crois avoir bien compris, c'est un changement qu'il y a eu dans la dernière convention collective qui a été ratifiée il y a quelque temps, là. La Ligue permet plus de signatures par boni pour pouvoir sauver sur les taxes. C'est une façon d'aider les équipes canadiennes en étant payable le 1er juillet dans la place où est-ce que t'es. Puis j'ai bien pu comprendre qu'il y a certains joueurs qui ont acheté un condo. Oui, c'est ça. un condo qui ne passe pas beaucoup de temps, là, mais ils se sont procurés un condo dans des villes Le condo existe. où il n'y a pas de taxes. Là. Pardon? Le condo existe, il sert à quelque C'est chose. ça. Alors, je pense, une chose qui a été mise dans la dernière convention collective, à ma connaissance, je crois. Toi, Alex, as-tu des choses dans les négociations qui t'ont marqué? Ce qui est sorti publiquement? Pas de temps, pour vrai. Puis, tu sais, un peu dans la même lignée que Rick, à un moment donné, je pense que s'il y a un loophole qu'on appelle dans toute cette fiscalité-là, puis que ça sert les équipes canadiennes pour être un peu plus attractives, en fait, parce que c'est ça aussi, il y a eu ce problème-là, parce que oui, le Canadien est beaucoup plus attractif qu'il l'a été de par de l'administration qui est là, par comment c'est fait le marketing. Ben, tu sais, le marketing était quand même bien, là. Ils ont quand même toujours été forts là-dessus, mais une coche de plus, la culture et tout ça. Mais il restait toujours le truc de ah ouais, mais si je vais là, je perds quand même X pourcentage de plus parce que les taxes, parce que les impôts, bla bla bla. Puis c'est pas tous les joueurs qui sont comme ça. Mais même si les joueurs aiment jouer au hockey, il y en a beaucoup qui sont aussi là pour le cash en même temps. Comprenable, OK? Comprenable, c'est des millions, c'est cool. Mais je pense que de faire, hey, on peut structurer ton contrat de telle façon qui fait en sorte que ta perte, elle est minimisée. Tu viens d'enlever tellement un gros caillou qu'on avait dans les souliers des équipes canadiennes.
Fait que ça, je veux dire, ce loophole-là est quand même très intéressant. Puis je pense pas que c'est ça qui, au final, a fait en sorte que Lane Hutchinson a fait je vais signer ou pas parce que finalement, je paye moins d'impôts. Je pense qu'ultimement, de ce qui en ressortait partout, Lane voulait vraiment rester avec sa gang de boys à Montréal dans l'organisation. Mais c'est sûr qu'il se fait conseiller, puis il doit, à un moment donné, faire des choix. Puis, tu sais, le fait qu'il ait changé de personne qui le représente, peut-être, tu sais, ça peut être diverses raisons. La personne est peut-être malade, peu importe, OK? Mhm. Mais le fait qu'il ait changé puis ça s'est su, moi, il y a quelque chose qui me dit là-dedans que peut-être la personne qui le représentait au début allait peut-être être un petit peu plus vorace que qu'est-ce que Lane voulait être aussi. Peut-être. Tu sais, je dis pas que c'est ça, mais c'est une possibilité, puis c'est une question qui sera jamais répondue que j'ai eue. Ouais. Mais somme toute, je pense vraiment qu'un contrat bâti comme ça, puis comme Rick l'a dit, ça va être de plus en plus fréquent. Mais à Montréal, dans ce cas précis-là, je pense que c'était peut-être la meilleure des options pour que tout le monde soit content, puis que justement pour la petite différence qui faisait qu'ils s'entendaient pas, ben regarde, si on le fait comme ça, blablabla. Puis tu sais, les bonnies, là, il faudrait voir c'est quoi les bonnies exactement, là, je les connais pas, mais est-ce que c'est tous des bonnies vraiment difficiles à atteindre? Il y en a sûrement qui sont hyper faciles à atteindre. Non, on parle de bonnies à la signature. Les bonnies de performance. Okay. À chaque année, excuse-moi. Ouais, les bonnies de performance, c'est juste pour les joueurs recrues et je pense que c'est comme les 35 ans et plus où, tu sais, il y a. Ouais, c'est. J'avais compris bonnie dans ce sens-là, puis j'étais comme, ben, tu sais, c'est facilement atteignable, peu importe. Non, c'est vraiment oui, à la signature, ça règle le problème, il n'y a même pas rien à faire. Fait juste que, OK, j'ai signé mon prochain, tout va bien. Mais bref, ça pour dire que cette structure-là, je pense vraiment que ça va aider hyper gros les équipes canadiennes, pas juste à Montréal, mais que cette structure-là a peut-être donné encore plus de chance à Montréal puis à Lane Hutchinson de pouvoir s'entendre rapidement comme ça, même s'il n'y avait pas d'urgence, même si ça aurait pu attendre. Je pense juste que là, ils peuvent faire notre corps est là, on est là pour les prochaines années, on va de l'avant puis on continue. Rick, tu voulais ajouter? J'ai cru comprendre, lu quelque part, puis je suis désolé de ne pas donner crédit aux journalistes, là, c'est juste que je me rappelle plus de quelqu'un, mais j'ai lu que un des raisons pourquoi il y a un nouveau agent, c'est que l'ancien agent, c'est lui qui avait reçu la première offre que la Claire Hudson n'a pas vraiment aimé beaucoup. Okay. Et ils ont voulu juste changer un peu la voix parce que ça peut causer un peu de tension, là. Puis l'agent qui avait était quand même fait partie de la même équipe. C'est comme un des plus nouveaux de l'équipe Cortex. Mais on a emmené quelqu'un avec un peu plus d'expérience parce que ça s'en venait un peu à la fin. Là. On commençait à voir la lumière au bout du tunnel. Alors, ils ont juste voulu faciliter la chose. Ils gardent le même agent. Ils ont juste emmené un assistant pour venir donner une autre voix puis un peu, peut-être un peu calmer les choses parce qu'évidemment, là, comme je dis, le premier agent n'aurait pas vraiment beaucoup aimé la première offre du tout. Là. Alors, mais c'est ça. Ça veut pas dire qu'il faisait un mauvais travail, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une petite chose à quelque part qui faisait que ça stagnait, puis que ça l'a dérangé peut-être le clan Hudson ou peu importe. Puis, tu sais, c'est pas, je suis pas convaincu que c'est Quartex qui a fait « Hey, on va changer d'agent ». J'ai plus l'impression, à la limite, que c'est Hudson qui a fait de quoi qui marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être pas aussi, là, mais j'aime bien ma version. Parlant du dude de Quartex, là, il s'appelle Sean Coffey. C'est le gars qui l'a représenté. Nicolas Cloutier de TVA Sport, qu'on a eu en entrevue sur le pod, a eu une entrevue avec M. Coffey et voici ce qu'il dit. C'est traduit, nous on s'entend, il n'a pas parlé en français. Là. Il dit « Il n'est pas dupe. Il sait où le marché s'en va. » Si on parle de la convention collective, l'argent, le plafond qu'il augmente. Il est bien conscient du type de contrat qu'il aurait pu obtenir s'il avait attendu 1 an. Mais il n'a jamais voulu pourchasser chaque dollar. Et c'est en partie en raison du marché. Il adore les fans et ses coéquipiers. Il y a beaucoup de bruit dans ce marché. Il ne voulait pas devenir une distraction pour l'équipe ou ses camarades. Ça fit avec ce qu'on a comme ressenti comme image de lui, là, honnêtement. Là. Ben, puis tu parlais tantôt, Alex, de la fameuse vidéo qu'on a vue, là, la célébration, tout le monde en lasse. Ça a été 1 minute et demie, là. Ils sont tous ramassés sur le bord d'une bande, puis en train, un genre de. Comme s'ils avaient gagné la coupe pratiquement, là. C'est un peu intense, mais c'est quand même ça. Ils sont tous ensemble. Puis là, ils se donnent des tapes sur le casque, toute la patente, puis t'entends juste genre. Tu sais, comme une gang d'amis, là. Ah ouais, ça, t'as eu un bonus à job, fait que tu payes le souper. Tu sais, c'était un peu ça. Ouais. Les joueurs ont repartagé aussi cette signature-là après sur les réseaux sociaux, puis on voit pas tout le temps ça nécessairement. Là. J'ai l'impression que Lane fait office un petit peu de crazy glue, tu sais. Mais c'est ça, la colle, en tout cas, il est aimé, OK? Ouais, ça doit parce qu'il a l'air du petit frère de 14 ans, comme je dis. J'imagine. Mais il est aimé, puis c'est le fun à voir, puis, tu sais, outre la signature, je me disais,
hey, ça fait longtemps que j'ai pas été excitée à regarder le Canadien. Tu sais, l'année passée, c'était le fun, mais si tu regardes un peu tout ce qui s'est passé dans les dernières années, la dernière année, puis là, on dirait que cette signature-là avec Glenn Hudson, c'est un peu la cerise sur le Sunday. C'est vraiment comme l'aboutissement d'une partie du plan. Puis tu fais, hey, l'avenir, là, quand on regarde ces contrats-là, et si tout se passe bien, on s'entend qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver, hey, ça va être cool. Parce qu'on les voit qui s'aiment, on les voit que, tu sais, l'équipe, David Savard ou pas, c'est ton préféré, JB. Mais non, mais comme si je le détestais. Je déteste pas David Savard. Je voulais juste qu'on aille chercher le maximum du rendement qu'il pouvait nous donner. Puis ce rendement-là, ça impliquait une transaction. C'est tout. Non, il a donné en humain, OK? En côté humain. Capital humain. Mais tout ça pour dire que ce groupe-là, minus de Savard, a réussi à se rendre où qu'ils se sont rendus l'année passée, dans le sens que le corps est quand même là, ils se suivent, ils évoluent ensemble, ils grandissent ensemble. Puis Martin Saint-Louis, puis Kent Hughes l'ont dit, puis tout. Puis on le voit. Puis je pense vraiment que ça a été comme, hey, the band is back. T'sais, on est là, toute la gang, puis on continue. Puis pour moi, ça a été cerise sur le Sunday. La Hudson est signée, moins de bruit, justement, dans tout ça. Les gars sont tous contents, ils savent qu'ils sont ensemble pour un bon bout, à moins qu'il arrive des échanges ou quoi que ce soit à un moment donné. Ils ont quand même cette conviction-là présentement. Puis j'étais juste, hey, OK, on passe à une autre étape. On continue là-dedans. L'avenir est radieux à Montréal. Là, je dis sous toute réserve et en théorie, parce qu'on ne sait jamais, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu ce sentiment-là de faire comme, OK, on a quelque chose. Puis il y a une singularité dans ce groupe-là qui est difficile à avoir. Tu essaierais de faire ça avec d'autres joueurs que tu l'aurais peut-être pas nécessairement. Ils sont pas spéciales pour autant, c'est pas ça, là. Mais, je veux dire, c'est pas McDavid ou peu importe, là, mais c'est des excellents joueurs qui vont faire leur propre histoire, puis qui, je sais pas, il y a quelque chose avec ce groupe-là qui est le fun à suivre, puis qui est le fun à voir. Fait que de voir ce contrat-là, juste fait comme, OK, on est en voiture, on continue. C'est un peu ça. Ouais. Moi, je veux juste confirmer que si j'ai un ami qui signe un contrat de 8 millions par année, j'y donne un gros câlin, peut-être même un gros bisou. Je voudrais juste qu'ils savent à quel point que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, c'est ça. En effet. C'est pas des grosses pièces de même, mais si vous voulez avoir encore plus de contenu du podcast Les Glorieux, je vous annonce que nous avons un Patreon, patreon.com/Les Glorieux. Et à partir de cet épisode-ci, on va vous faire une portion bonus, donc un après-show qui va être du contenu supplémentaire disponible uniquement pour les gens qui sont abonnés à notre plateforme Patreon. On s'entend, c'est pas des millions que vous allez avoir à payer, c'est l'équivalent d'un café par mois, mais ça vous permet de nous encourager en ayant accès à une contrepartie qui est un petit peu plus de matériel. Puis quand on va faire des épisodes avec des entrevues, on va les rendre disponibles sur la plateforme en avance pour les gens qui sont nos membres Patreon. Donc, je vous invite, ceux qui vont devenir abonnés, faites-le là. Mets ça sur pause. Reviens-nous après. T'es abonné, là? C'est fait. OK, parfait. Donc, patreon.com/Les Glorieux. Et dans l'après-show, on va se poser une question par rapport à Lane. Mais je ne l'ai pas dit à tous mes amis. Je ne l'ai dit à personne encore. Fait que la surprise à tout le monde dans l'après-show. OK. Le contrat, on a parlé de la structure, on a parlé de comment l'argent est réparti, mais on n'a pas parlé de la clause de non-échange. Il y a une clause de non-échange qui rentre en ligne de compte à partir de la 6e saison de l'entente, donc dans 7 ans. Et cette entente-là, c'est une clause de non-échange où est-ce que Lane Hudson donne une liste de 10 équipes où il refuse d'être échangé. Selon vous, est-ce que Buffalo sera dans la liste à ce moment-là ou d'ici 7 ans, ils vont commencer à être bons? Si la tendance se maintient, ça va faire partie de la liste. Oh my God. J'ai comme l'impression qu'il va utiliser 2 fois l'équipe Buffalo premier et deuxième, juste pour être certain. Là, finalement, la liste est 10 fois Buffalo. Je vais être vraiment sûr. Vraiment, vraiment. Mais au-delà de ça, là, la clause pour la 6e année, à partir de la 6e année de l'entente, c'est d'un très loin. En même temps, déjà que le plafond, on sait qu'il va augmenter, la place de Lane Hudson sur le marché, je vois mal comment le contrat vieillirait mal puis que cette clause-là viendrait compliquer le travail de la direction du Canadien de Montréal. S'ils veulent l'échanger, ils vont le faire à l'an 5, là, au pire. Là.
sais, je vois Mais pas. ça lui donne juste plus de valeur, par exemple, parce que là, tu donnes la Ligue au complet aux Canadiens de faire un échange. Si jamais, mettons, l'année prochaine, Montréal choisit un défenseur en fin de deuxième ronde, un peu comme Lane Hudson, qui devient une super vedette aussi. Mhm. Et tu t'imagines, là, tout d'un coup, Lane Hudson peut être échangé à n'importe quelle équipe de la Ligue. C'est un des gros problèmes avec les clauses de non-échange. Tu es pogné avec rien. Ouais. Si les rumeurs sont vraies que Sidney Crosby va être échangé à la fin de l'année, puis je crois que ça va arriver, les rumeurs veulent que ce soit Montréal ou Colorado. Colorado n'a absolument rien à offrir à Pittsburgh. Alors, Montréal va avoir le beau jeu. Montréal n'aura pas ce problème avec les Hudson. Si jamais Ouais. quelque chose arrive, ils sont obligés de l'échanger, là, la valeur est incroyable. Parce que là, tu as le choix de toute la ligue au complet. Alors, c'est encore mieux. Encore là, ça, c'est un gros si, là. Ça, Uh-huh. je ne m'attends pas du tout ce que ça arrive. Mais c'est juste intéressant à y penser qu'ils se donnent encore plus d'options déjà. Mhm. Il y a Tony Marinaro qui a rédigé un tweet puis qui a effacé par la suite. Mais je vais quand même vous le partager parce que l'Internet n'oublie jamais le rien. petit coquin. Le petit coquin. Tony Marinaro du SIC Podcast, puis qui est 98.5, qui est un peu partout, qui mentionne que la première offre que le Canadien aurait fait au clan Hudson, c'était un contrat de 8 ans à 1 $ de moins que Nick Suzuki. Et que ça n'aurait pas passé. Est-ce que c'était ça que tu avais entendu, Rick, comme information? Ou J'avais entendu un peu moins que ça même. Ah ouais, hein? Puis c'était pour un peu moins de temps. OK. J'avais entendu un peu moins pour 6 ans, je pense, quelque chose comme ça. Encore là, je suis pas un journaliste, je peux pas dire que je peux pas confirmer là, cette nouvelle-là. C'est juste quelque chose qu'on avait entendu entre les branches là, de quelqu'un que je connais qui m'a donné des nouvelles dans le passé. C'est un gars super intéressant parce que c'est même des nouvelles politiques qui m'avaient un peu surpris qui sont arrivées. Mais, OK. bon, c'est le type de gars qui connaît un peu, qui connaît tout le monde. Mais j'ai entendu que c'était juste un peu moins que ça. Même. Ah ouais, hein? OK. Ouais. Écoute, je le comprends d'avoir voulu changer d'agent. Là. Mais encore là, je ne peux pas confirmer. Là, je suis pas celui qui peut confirmer cette nouvelle comme étant absolument vraie. Là. Mais dans un contexte comme ça, c'est peut-être juste le Canadien voulait peut-être passer un message de on veut que notre capitaine reste encore avec un salaire comme ça. Je ne sais pas si c'est lui qui est le mieux payé présentement, mais qui était le mieux payé en fait avant. Non, mais... c'est dépassé. Dobson l'a dépassé. Puis. Exactement, mais tu sais, je pense pas que c'est un message comme ça, mais j'avais vu des trucs qui disaient ça, puis j'étais comme, ça fait aucun sens. Mais des fois, je suis pas up-to-date sur qui gagne le plus dans l'équipe. Là. Moi, à un moment donné, les chiffres, c'est pas nécessairement pas que c'est pas ma tasse de thé, mais c'est pas mon intérêt premier. Tu sais, si ça fonctionne dans ton budget, tout va bien. non, mais plus sérieusement, tu sais, je peux comprendre le Canadien d'avoir essayé de l'avoir à ultra rabais. Je peux comprendre. Mais c'est quand même assez audacieux, puis je peux comprendre pourquoi ça a été refusé aussi. C'est un peu les deux. Mais je pense que c'est ça, tu sais, on en parlait tantôt aussi, je veux dire, son agent était un peu insulté, ben là, il va être moins ouvert à peut-être négocier, blablabla. Puis je pense qu'ils ont réussi avec le gars d'expérience, faire, OK, c'est quoi tu veux vraiment? Voici ce que l'autre il veut, qu'est-ce qu'on peut faire pour. C'est un peu ça le rôle de l'agent, c'est de faire hey, je veux que mon joueur, mon client ait le mieux selon ce qu'il me demande, mais aussi de répondre un peu à l'équipe pour que les deux puissent s'entendre puis que tout le monde soit heureux. Tu sais, à un moment donné, parce que tu peux pas réussir à faire signer un contrat puis que l'équipe est juste vraiment fâchée puis finalement, tu sais, ça mine toutes les relations. Je pense pas qu'il y avait cette volonté-là. Fait que des fois, c'est juste un petit peu de doigté puis d'arranger les trucs, là. Tu vois, j'ai le goût de creuser cet angle-là de la proposition très basse, tu sais, qui aurait hypothétiquement eu lieu. Est-ce que c'est une tactique de négociation? On part de là, puis après, on trouve mi-chemin? Ou c'est vraiment, de la part de l'Organisation du Canadien, des bémols par rapport à Lane Hudson? Est-ce que ça se peut, ça? T'sais, oui, il y a un calder, mais... Parce que se sont entendus trop rapidement après. Parce que si ça avait été plusieurs bémols, j'ai la conviction que les négociations auraient été plus longues. On en aurait entendu plus alentour aussi. On aurait entendu plus de bruit parce que les agents auraient peut-être, Quartex et tout, ou peu importe, c'est un peu, les agents font ça, tu sais, des fois, à un moment donné, ils commencent à avoir des messages plus ou moins subtils dans les médias, sur les médias sociaux, un parle dans l'oreille d'un journaliste, bref, tu sais, ça peut prendre des proportions énormes. Puis j'ai pas ce ressenti-là dans ces négociations-là. Fait que j'ai vraiment l'impression que ils ont essayé de faire comme, voici le plus bas qu'on veut aller, tant mieux s'ils acceptent, mais on se doute qu'ils acceptera pas. Puis ils sont partis de là.
Puis peut-être que dans ce... Puis là, c'est des suppositions, mais peut-être que l'agent qui était là, ben, peut-être moins expérimenté, puis insulté, ben, il a fait non, 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 ça se passera pas de même. Puis là, ils ont fait, Quartex a fait ouais, mais non, c'est pas ça. Notre ancien boss, là. C'est comme, on va peut-être juste. Fait que c'est ça. J'ai l'impression que si ça avait été vraiment une question de bémol, il y aurait eu plus d'argumentation entre les deux parties. Fait que, ben, nous, on lui a offert ça parce que telle affaire, parce que telle affaire. On n'est pas prêt à vous rejoindre là parce que X, Y, Z. Puis il y aurait eu le bruit alentour. Tandis que là, ça a été. Il y a eu une offre vraiment basse. Puis là, pendant 3 jours, il y a des gens qui font comme, ah, on va signer pareil bientôt. Puis il y a des gens qui ont fait, ah, on ne signera pas, ça n'arrivera pas. Comme d'habitude, Montréal est panique, ils se serrent dans la main. Puis, c'est comme, été surprise un lundi d'action de grâce pendant que tous les joueurs sont en train de s'entraîner, dont le principal intéressé. Puis, hey, on a signé. Tu sais, je me semble que dans le timeline de tout ça, pour moi, ça fait pas de sens que c'est genre, on a 46 000 bémols avec ce joueur-là. Oui, il y en a, c'est sûr. Mais ils se sont entendus beaucoup trop rapidement après le refus de la première offre pour que ce soit ça, dans ma tête. Aussi, on a entendu beaucoup de gens parler de frustration dans les négociations, puis on a-tu fait une offre insultante, là, entre guillemets. Ouais. Puis j'ai comme, dans ma tête, je me disais toujours la même chose. Et puis, ça ne dérange absolument pas dans la mesure que, premièrement, dans le monde du hockey, c'est un monde où est-ce que deux gars vont se taper sa face pendant 1 minute dans un gros combat, ils se crient après, ils s'insultent, puis 2 heures plus tard, ils vont prendre une bière. C'est un monde émotif, c'est un monde avec des égos, c'est un monde où est-ce que il y a beaucoup, beaucoup des gros débats, des gros chances qu'on prend. C'est la victoire, c'est la défaite. Alors, l'idée de dire qu'ils ont fait une offre parce qu'ils étaient trop bas, parce qu'ils ont été insultés, puis ils vont être fâchés pendant quelques temps, puis ils vont revenir à la table de négociation, puis ils vont venir à une entente. Je n'étais pas du tout inquiet de ce type d'affaires-là. Je pense que ce qui dérange plus les joueurs, plus que l'offre de contrat, c'est le temps de jeu. S'ils couperaient beaucoup le temps de jeu, je pense que les Nautilus seraient beaucoup plus fâchés que l'offre de contrat. Je pense que c'était une négociation avec une nouvelle convention collective, avec des nouveaux standards, avec des nouveaux barèmes. Ça, c'est le mot que je cherchais. Merci, je pense que tu es là, Alexandra. Alors, puis il fallait juste se trouver un peu dans tout ça. Puis c'est arrivé, puis je n'étais pas du tout surpris qu'elle signait. Je m'attendais que ça allait arriver bientôt, puis je pense qu'il ne fallait pas en faire un drame du tout, d'après moi. Là. Ça s'en venait éventuellement, j'étais convaincu. OK. Je veux savoir maintenant. Le contrat est signé. Kent Hughes, il en a signé plein des gars. T'sais, on l'a dit là tantôt, le corps est... Comme, il manque quoi, mettons, s'il manque de quoi, à Kent Hughes pour être sans équivoque le meilleur DG de la Ligue? Il manquerait quoi? Y a-t-il des affaires qu'il fait pas bien? Parce que j'ai de la misère à en trouver personnellement, puis ça me chicote, OK? Je veux trouver de la merde sur Kent Hughes. Non, c'est pas vrai. Je veux pas trouver de la merde, mais tu sais, je veux... On est quand même chanceux de voir qu'un DG recru qui a embauché un coach recru, qui ont starté une reconstruction, puis dans un marché où la reconstruction, fallait pas dire ce mot-là. C'est impossible, ça se peut pas. Puis là, on est 4 saisons plus tard, puis tout le monde bandé bien dur sur le Canadien, tout va bien. C'est ce qui se passe avec Kent Hughes. Y a-tu des travers, y a-tu un vice caché quelque part? Rick, je vais avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce qui manque à Kent Hughes pour avoir le titre, la statue, les clés de la ville, name it, officiellement? On me souffle à l'oreille que la statue est déjà en démarrage. Quelqu'un qui s'en occupe. Et justement, il fallait qu'il y ait une photo qui circule sur Twitter d'une statue de bronze qui serait au Centre Bell, là, qui a été créée par AI là, en ce moment. Nice. Les gens adorent ça. Mais écoute, au stade où est-ce qu'il en est, je vois pas de grosse erreur qui est faite. Là. Les gens ont critiqué l'échange de Kirby Dach, puis je me disais c'était pas un mauvais échange du tout. Ils sont allés chercher un jeune joueur avec beaucoup de potentiel, puis ils n'ont pas donné la mer à boire. Là. Ils fitaient dans leur reconstruction. C'est peut-être le seul bémol un peu. Mais c'est pas une erreur majeure non plus. C'est un échange qui avait beaucoup d'allure. Parce que le résultat n'a pas été celui qui était attendu. On se le cache pas. C'est tout ça. C'est les blessures aussi, là, parce que c'était bien parti pendant un petit bout de temps. Écoute, peut-être l'acquisition d'un grand joueur de centre là, pour accompagner Suzuki serait la dernière
la dernière étape, là, à ma connaissance. Je pense qu'on est rendu là en ce moment. Ben, il y a peut-être le repêchage, c'est Méchard, comme deuxième choix de première ronde. Est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose là? Ça serait, Mais ça est-ce serait que ça peut questionnable, là. vraiment être imputé à Kent ou c'est plus imputé à l'équipe de. Ben, c'est qui les embauche? C'est qui les évalue? C'est Kent, là. Moi, c'est lui au Non, bout non, de la... mais je veux dire, oui, il a les mains là-dedans, mais en même temps, il fait confiance à son équipe de recrutement. Tu sais, Ben, il devrait pas. Non, c'est pas vrai. Non, mais Ouais, quoi? Alexandra, t'es une amatrice de baseball là, depuis Oui. longtemps. Là. Tu sais, le frappeur qui frappe pour 2,80 ou 300, c'est tout un Ben joueur de oui, ben baseball. oui. Absolument. Pourtant, 3 fois sur 10, il a manqué son coup. Ouais, Alors, c'est un peu il est comme comme un ça, le écran de repêchage. fumée. Mais oui, absolument. Mais c'est Ça. parce que, tu sais, oui, le DG, il y a quand même une part de responsabilité par rapport à l'équipe de recrutement, mais Ouais. à un moment donné, tu fais comme, c'est quand même, bon, ça peut être lui, là, parce que des fois, il y a des DG qui s'en mêlent trop puis qui vont repêcher un Logan Mayou. Mhm, Mais, mhm. ceci étant dit, tu sais, en général, dans un monde normal, même si le DG a un impact sur le repêchage, il y a quand même une équipe en dessous qui a une Bon, partie ouais. de la responsabilité. Puis là, tu sais, vu que c'est plus Timmins, ça l'aide. Mais, tu sais, est-ce que peut-être qu'il y a des choses qu'il voit dans des joueurs, peut-être qu'il croit trop au potentiel de certains joueurs. Tu sais, un peu comme dans le dating que tu fais, ah, mais tu sais, cette personne-là a beaucoup de potentiel, je vais faire ma vie avec elle. Puis là, finalement, la personne, elle n'atteint jamais son plein potentiel et t'es rempli de frustration. Et Ben, ça peut d'amertume arriver. et de café noir, noir, noir. Non, non, mais tu sais, faut. La différence entre le dating, que tu peux pas tomber en amour avec le potentiel, parce que normalement, le potentiel, c'est pas mal ce que tu as devant toi. Je pense que dans le hockey, c'est un équilibre entre ce que le joueur est présentement et ce qu'il peut devenir, parce qu'on le voit. Tu sais, on a plein de preuves de ça qu'un joueur évolue, tu sais, puis toutes ces choses-là s'améliorent. Euh, Fait que peut-être, tu sais, peut-être que c'est une problématique avec Kent qui fait comme ah, mais là, le potentiel de ce joueur-là est phénoménal, puis que ça fait pouet-pouet, exemple Kirby Dack. Mais comme Rick a dit, au départ, quand il est allé chercher, il n'a pas donné tant que ça non plus. Il n'a pas tant hypothéqué la reconstruction du Canadien. Ça aurait pu très bien tourner. Mais finalement, ça n'a pas très bien tourné, tu sais. Fait que Mhm. je pense que les bémols de Kent, c'est un peu à ce niveau-là, mais c'est des choses qui sont ultimement hors de son contrôle aussi. Est-ce que Newhook était nécessairement exactement ce dont le Canadien avait besoin? Peut-être pas. Puis tu sais, on le sait que, en fait, peut-être qu'un des principaux défauts de Kent, c'est qu'il est un petit peu, il pige beaucoup dans sa cour. Mhm. Tu Ouais. sais, tu sais, il y a ça. Mais en même temps, est-ce que c'est tant un défaut que ça quand tu piges dans ta cour ou ton ancienne cour d'agent, en sachant qu'en même temps, tu connais peut-être le joueur ou le morceau de façon différente que nous, on n'a pas, que les autres n'ont pas, parce que tu l'as côtoyé d'une façon différente. Fait que, tu sais, il y a comme les deux possibilités là, dans ce cas-là, mais s'il y avait un défaut, c'est peut-être ça. C'est peut-être de piger un peu trop dans sa cour, peut-être moins d'horizon de ce côté-là. OK, oui. En fait, est-ce que c'est un défaut de ne pas avoir encore le deuxième centre? Je sais pas si c'est un défaut ou juste qu'il n'est pas capable d'aboutir de ce côté-là pour l'instant, mais il y a plein de facteurs aussi. Tu sais, j'ai pas de gros défauts, genre, hey, il fait vraiment des contrats de merde. C'est pas ça. Ouais, Tu sais, c'est on a ça. des bonnes affaires, des bonnes structures, puis quand il y a des mauvais coups, puis il y en a pas tant que ça dans sa feuille de route présentement comme DG, ben, ces mauvais coups sont comme un peu amortis par le contexte, puis C'est amortis ça. par les circonstances de. Ce qui fait en sorte que c'est pas nécessairement un coup de circuit, mais c'est pas nécessairement un retrait non plus. C'est juste comme, ben, C'est il a ça. frappé, puis c'est pas rendu au premier but, ou, tu sais, il est allé jusqu'au premier but, puis ça va te retirer après. Tu sais. Fait que c'est pas. Il n'y a pas que des qualités, mais ses défauts sont pas encore comme, oh mon Dieu, c'est vraiment n'importe quoi. Tu sais, on en a vu, là, des DG que c'était comme, Ouais. OK, mais on comprend pas pourquoi il est encore là, là. Mhm. On a vu Bergevin quand il a quitté, tu sais, il a fait des bons coups, mais tous ces bons coups ont été annulés par des très mauvais coups et des mauvais contrats. Tu sais, juste le contrat de Gallagher, bon là, c'est un peu moins pire parce que Gallagher a comme retrouvé une chaise qui fait en sorte que c'est mieux, mais c'était difficile. Il y a eu une année ou deux qu'avec Josh Anderson, on était comme, mon Dieu, le contrat, qui a, puis le rendement qu'il nous donne. Fait que, tu sais, Bergevin nous a laissé avec des contrats vraiment de merde qui fait en sorte qu'on se rappelle de ça. Fait, ah, il y avait X, Y, Z défauts. Dans le moment, on n'est pas là. On espère qu'on n'arrivera pas là. Avec Kent non plus. Mais Ouais, c'est ça. jusqu'ici, on a quand même, tu sais, est-ce que c'est le meilleur DG de la Ligue? Peut-être. Peut-être pas, mais il est clairement dans le top 5 là, si c'est pas 3.
Moi, j'ai toujours eu la même idée. Alors, on regarde les mauvais contrats de Marc Bergevin. Je me dis, Carl Osner. Vous vous souvenez du contrat de Carl Osner? Oh mon Dieu, oui. Il jouait 7e défenseur à Washington, puis on l'a fait venir en avion, puis on a fait 4 ans à 5 millions. Puis j'étais comme, ben, il ne jouait pas avec l'autre équipe. C'est quoi cette affaire-là? Puis, tu sais, je dis ça sans méchanceté avec Carl Osner parce que, comme être humain, il paraît qu'il était fantastique. Et lui, là, il mais- était victime de circonstances. OK, lui, C'est ça. n'importe qui se fait offrir un contrat de même, tu l'acceptes. Ben oui, absolument. Il n'en revenait pas, je suis certain. Alors, pour ça, tout ça pour dire que tu regardes les mauvais contrats de Marc Bergevin, tu dis, c'est un mauvais contrat, puis on est pogné avec. Tu regardes les contrats de Kent Hughes, puis je me dis, est-ce qu'il y a un de ces contrats-là que si ça ne marche pas, je ne suis pas capable de le bouger? Il n'y en a pas un. Tu mets Kirby Dach sur le marché des échanges, tu vas avoir des offres. Convaincu. Ouais. New York, tu vas avoir des offres. Convaincu. Alors, c'est toutes des situations qui sont facilement réglables si ça ne marche pas. Alors, pour moi, ça, c'est primordial quand tu signes un contrat. Est-ce que je suis capable de le bouger si ça ne marche pas? Si tu es capable, ce n'est pas un mauvais contrat. Puis je pense que son œil d'ancien agent, justement, l'aide à faire ça. Ouais. Puis peut-être que le hockey, en général, aussi, se dirige vers ça, là. C'est pas la seule équipe. Je veux dire, somme toute, Julien Brisebois a fait des bons contrats. Bon, il va dans les failles de la convention aussi, mais ça, c'est une autre affaire. Mais reste qu'il est capable de structurer quelque chose qui, ultimement, lui met pas trop dans la merde non plus. Bon, on en reparlera plus tard aussi par rapport à ça. Mais reste que, je pense que soit il y a un phénomène de tout ça dans la ligue, mais il y a aussi le fait que son background à Kent aide beaucoup le Canadien à ce niveau-là. Moi, Absolument. je me. Tu sais, tu as parlé de Julien Brisebois, puis je pense aussi à celui du côté de la Floride, les Panthers. J'ai un blanc Je sur. me souviens pas de son nom, c'est pour ça que je l'ai pas nommé, mais je te dirais qu'en Floride, Chuck tu Zito. n'attends pas. Comment? C'est Chuck Zito. Oui, c'est ça. Et Kent Hughes, ce sont des anciens, des avocats de formation. Ce sont des agents de joueurs pour Zito et pour Kent Hughes. Il y a, tu sais, avant, c'était, hey, faut que tu connaisses ton hockey, faut que tu ailles jouer la game pour pouvoir être entraîneur, pour être DG, pour être, tu sais, avoir tous ces différents postes-là. Puis maintenant, c'est tellement compliqué de naviguer avec la convention collective. C'est tellement rendu une business, alors qu'avant, c'était du hockey, mais maintenant, c'est une business, que ça te prend des gens qui ont plus d'expertise que le fait d'avoir été capable de faire des one-timers. Ils ont une compétence qui aide dans la comptabilité. C'est ça, tu sais. Fait que de voir que c'est de cette façon-là qu'on a choisi du côté du Canadien de Montréal le remplaçant de Marc Bergevin, ben c'est une maudite bonne idée, hein, jusqu'à date, là, ce qu'on voit. Puis tu disais tantôt, Alexandra, on ne sait pas comment ça va vieillir. Est-ce qu'à un moment donné, il y aura des travers? Ben le travers, c'est le fait que Kent Hughes, à un moment donné, il n'y aura plus d'anciens joueurs qui ont été agents. C'est ça, il pourra plus piger, Maintenant, là. il pourra plus piger. Il n'y en aura plus coaché, genre Pee-Wee 2B dans le coin du Massachusetts. T'sais, à un moment donné, on va avoir fait le tour de la talle. Fait qu'il va falloir qu'il se réinvente sur ses contacts, là, mais ça, Mais on a les du lousse joueurs que encore. Martin Saint-Louis a coaché plus jeune vont finir par être dans vos C'est ça. repêchages, mais qu'on va être correct. Ça sent bien, ça sent bien. Mais là, l'avantage, je pense, un des gros forces de Kent Hughes, justement, c'est parce qu'il est capable de prendre du recul, pas être aussi émotif qu'un ancien joueur qui voit ça de cette manière-là. Mm-hmm. Et il n'y a pas la mentalité. Il y a la mentalité d'un dirigeant et non d'un coéquipier. Puis ça, c'est le défaut que beaucoup d'anciens joueurs qui deviennent des géants, ils voient ça comme une équipe. Kent Hughes voit ça comme un dirigeant. Et tu vois la différence parce que souvent, puis on avait souvent parlé de ça, Marc Bergevin engageait beaucoup d'anciens joueurs avec lui comme dans son entourage. C'était non seulement des joueurs, mais c'était des anciens joueurs qui leur ressemblaient. Uh-huh. Des défenseurs défensifs, 5e, 6e défenseurs ou des attaquants, beaucoup d'intensité qui jouaient à sa 3e, 4e ligne, des bagarreurs. C'était lui, c'était Marc Bergevin. Ah oui. Martin Lapointe, Rob Ramage. C'était à son tous ces image. gars-là étaient Bouillon, Mel Hamby, c'était tous des gars exactement comme lui. Tandis que Kent Hughes, mais son boss ou son coéquipier, je ne sais pas comment on l'appelle, là, son nom m'échappe en ce moment, là, c'est comme il y a une autre expérience que Kent Hughes. Même son équipe de dépisteur, c'est Brabov, un Européen, Uh-huh. qui n'a pas joué dans la Ligue nationale,
Martin Lapointe, un gars d'Amérique du Nord qui a joué dans la Ligue nationale. C'est son équipe de dépisteurs. Chris Boucher C'est Jeff pour... Corton, par ailleurs, le nom Ah, que OK. j'avais temporairement. Là. Alors, c'est des gens qui ont une autre façon de voir le jeu. Puis même, tu sais, Martin Lapointe, ancien joueur de troisième, quatrième ligne, un joueur de caractère, un gars dur. Tandis qu'il est coaché par l'équipe est coachée par Martin Saint-Louis. Un joueur plus de finesse, un joueur de talent, un joueur rapide. Et c'est vraiment toutes des expériences qui viennent de tout partout. Puis là, tu as différents points de vue. Puis je pense que c'est une bonne chose d'avoir ce type de discussion, ce type de background différent pour t'aider à prendre des meilleures décisions. Je Parce pense que c'est que pas c'est une super vision bonne tunnel chose. non plus, tu sais, parce que de toutes C'est ces ça. expériences-là qui viennent pallier, tu sais, un a telle expérience, mais il n'y a pas l'autre. Puis là, l'autre, c'est l'inverse. Fait que ça fait juste comme se complémenter. Exact. Puis, à un moment donné, il doit avoir des divergences d'opinion, mais ils sont capables de s'écouter aussi, peut-être. Parce que dans l'optique de ce que tu disais avec Marc Bergevin, c'est tous des joueurs qui ressemblent, qui sont dans l'intensité. Ça s'écoute pas, là. Ça parle fort, ils ont une vision, puis c'est ça. T'sais. Fait qu'il y a ça aussi. Puis je pense qu'il y a il y a une intelligence émotionnelle, mais il y a une intelligence d'affaires aussi, peut-être, qui manquait à l'ancienne administration, qui fait toute la différence aujourd'hui aussi. Absolument. Ouais. On a glissé là, une couple de fois que le corps du Canadien est tout signé à long terme. Suzuki, Caulfield, Slav, c'est signé à long terme en attaque. Dobson, Goulet et maintenant Hudson sont signés en défense. Donc, vraiment, le noyau dur du Canadien est signé. Il en reste potentiellement 2. Zachary Bolduc et Ivan Demidov. Ça va ressembler à quoi? Leur entente, leur contrat. Si vous étiez dans les bobettes des joueurs ou dans les bobettes de Kent Hughes, ça serait quoi le deal parfait, là? C'est qui conviendrait aux deux clans selon vous autres? Rick? Je pense que Demidov, parce que son potentiel ultimement est un peu meilleur, je pense qu'il y aurait probablement un peu plus. Alors, je dirais que le contrat de Demidov va être très proche de celui d'Hudson. Okay. Dans ces environs-là. Et le contrat de le contrat de Bolduc. Je dirais plutôt vers le côté de Suzuki dans ces environs-là. OK. Du 7,8-ish. Dans ces environs-là. Je pense que ça aurait de l'allure, même si je commence à me poser des questions là, parce que c'est quand même un gars qui a compté quelque chose comme 19 buts en seulement 51 parties à Saint-Louis, qui ne jouait pas une tonne de minutes. Et là, il vient à Montréal. C'est comme quoi, 3 buts en 3 parties, quelque chose comme ça. Je commence à me poser des questions si ça ne sera pas un peu plus que ça. Là. Ça aurait pu être 4 en 3, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a un but que... Il est dans le trafic. Il est dans le trafic. Il est dans la bonne place. Puis, c'est un tip sur un bâton là, qui a fait que c'est pas lui qui a eu le 4e but. Là. Fait qu'il est impliqué dans le jeu. Là. Si ça continue comme ça, Kent Hughes, il va devoir se mettre à négocier vite parce que la valeur va monter. La masse salariale va continuer à monter. Alors, puis avec les contrats qu'il vient d'offrir, il peut se permettre ces deux-là. Il y a le beau jeu. Il y a le beau jeu. Alex, toi, ça ressemblerait à quoi les ententes, ces deux-là? Je te dirais probablement dans les mêmes eaux que ce que Rick il dit. Pour vrai, je suis vraiment pas si bonne que ça à dire comme. Je suis capable de dire que ça c'est un bon contrat ou un mauvais contrat, mais de dire OK, d'après moi, lui il va avoir ça, d'évaluer qu'est-ce qu'il va avoir, on dirait que j'ai vraiment de la misère. Mais tu sais, c'est ça, parce que Bolduc, faut voir dans le sens que l'échantillon à Saint-Louis a été. Ben, en fait, on le sait déjà, là, il a été très différent de ce qu'on va voir à Montréal. Je pense pas qu'ils vont le signer en mi-saison, mais tu sais, qui sait. Mais je pense qu'il y a un fort potentiel puis qu'il pourrait vraiment avoir un contrat dans les autres Suzuki ou peut-être plus, tout dépendant comment ça va aller aussi, là, tu sais. Peut-être que là, on part en peur parce que, tu sais, il y a 4 buts puis on connaît son potentiel, mais est-ce qu'il va aller jusqu'à, tu sais, au plafond de ce potentiel-là? Je le sais pas. Mais je pense déjà que le Canadien a gagné cet échange. Mais on va y revenir. Alex, va pas trop loin là-dessus. C'est le prochain sujet. J'ai juste dit que je pense qu'ils ont gagné, d'accord? C'est tout. On ira plus loin là-dedans. Puis dans le cas de Demidov, je pense vraiment que un coup qu'il va avoir vraiment trouvé ses aises, là, je pense qu'il va... C'est ça, il va être dans les eaux du contrat de Hudson parce que si tout se passe bien, il va être
le genre de vedette qu'on attendait depuis longtemps à Montréal. Ouais. Puis là, tu sais, je dis ça comme si les autres joueurs étaient pas importants, puis c'est pas vrai. Tu sais, Cole Caulfield est une vedette. Suzuki, même s'il est très silencieux, je veux dire comme ça, est une vedette, le capitaine. Ils ont toutes, tu sais, une portion de vedettariat, les joueurs qu'on a du corps. Mais Demidov est comme une classe de plus. Tu sais, ben une coche de plus. Fait que je pense vraiment que s'il va à son plein potentiel et de tout ce qu'on a vu de lui, il va scorer très fort dans le contrat. En date d'aujourd'hui, le Canadien, théoriquement, la saison prochaine, aura 27 millions de dollars de lousse sur le plafond salarial. Pouvez-vous croire? Il peut me signer quand? Tu serais pas sur cette masse salariale-là, Alex, Non, je s'il sais. t'embauchait. Il pourrait t'embaucher, mais je pense pas que tu vas jouer sur le powerplay. Puis deuxième centre, t'es une première. Tu veux que je te dise, c'est pas ta chaise. Tu peux D'accord, pas, ouais. Tu peux pas l'avoir. Fair enough. Tu peux pas l'avoir. Fair enough. Bon, t'as parlé tantôt, t'as glissé subtilement que le Canadien avait gagné la transaction de Bolduc. Une opinion personnelle. Oui, jusqu'à date, là, solide début de saison pour Logan Mailloux, 8 minutes-ish de moyenne de temps de jeu, 7e défenseur des Blues. Tout va bien, tout va bien. Fait que c'est ça. Les partisans sont pas très gentils. Avez-vous vu passer la publication sur les réseaux sociaux des Blues? Découvrez Logan Mailloux, puis là, des fun facts, là, tu sais. Dans les commentaires, en dessous de cette publication-là, oh tapoy! C'est atroce! Ouais, il y avait du francophone au pied carré plus que d'habitude. Je pense que les gens de l'équipe de médias sociaux des Blues devaient chercher leur dictionnaire bilingue là, pour traduire ça. Google Translate. Ouais, Google Translate. Mais surtout, c'est que même en anglais, comme le nombre de partisans qui ne veulent pas de joueurs-là dans leur équipe, c'est incroyable quand même. Là. Ça veut dire que la réputation, les gens connaissent qu'est-ce qui s'est passé. Là. Oui, mais même, il faut se rappeler, là, quand l'échange a eu lieu, là, l'équipe de Saint-Louis a dû faire un point de presse pour expliquer pourquoi ils sont allés. C'est pas juste, hey, on est content d'avoir Mailloux. Là. Il a fallu que l'équipe se défende du pourquoi on a échangé Bolduc, qui était très apprécié à Saint-Louis, puis qu'il y avait un fort potentiel là quand même, même s'il n'y avait pas toutes les minutes qu'il devait avoir. Ce qu'il montrait était très positif. Il était aimé par le fanbase de Saint-Louis. Mais l'organisation a dû faire non, on pense vraiment qu'on a amélioré notre équipe en ayant été chercher Mailloux, puis on a donné Bolduc, on comprend. Mais ils se sont vraiment défendus. Là. Ils n'étaient pas en position de on amène Mailloux, on est super heureux, ce qui est vrai. Mais ça aurait pu être juste ça. Puis là, c'était comme OK, ben on est heureux, mais voici pourquoi. Puis là, ils sont quasiment obligés de tout donner les virgules près du pourquoi, du comment. Tu sais, nous autres, on était contents, mais là-bas, il y avait zéro bonheur. Là. C'était pas ça. Les fans étaient comme on comprend pas, on veut pas Mailloux, on aime Bolduc, c'est pas le même. Puis là, il y en a aussi qui connaissaient le background de Mailloux, du pourquoi qu'on voulait. Ben, Benjamin le voulait, mais on le voulait pas tant que ça à Montréal. Non-obstant du talent de joueur, là, c'est vraiment pas ça. Fait que déjà, dès la seconde que ça a été annoncé, cet échange-là, Saint-Louis, le fanbase était vraiment fâché. Et là, les performances semblent pas être au rendez-vous. OK, oui, ça veut rien dire avant Noël. Oui, il y a juste comme 3-4 matchs de jouer, je suis d'accord. Mais il était déjà attendu avec une brique puis un fanal, là, ce gars-là. Là. Puis là, en plus, il joue juste 8 minutes. Il n'y a pas nécessairement l'impact Alex, qu'il devrait avoir. Je te mets sur pause. Là. Je veux juste souligner que clairement, tu es une bonne personne parce que tu as le goût qu'il n'y ait pas une belle carrière, puis tu as le goût que ça soit une transaction one-way pour le Canadien. Je le sais dans ton fond intérieur que tu as le goût que tout ça se concrétise, puis que Mailloux devienne juste un vague souvenir lointain, là, rapidement, dans l'imaginaire collectif des amateurs de hockey. Puis quand même, tu dis, c'est juste 3 matchs. Il y a un temps Non, encore, mais ça, à un moment donné, c'est pas parce que j'aime pas le joueur ou l'humain ou peu importe que je vais faire comme, hey, je serai pas objectif dans mon analyse. Je veux dire, j'ai une crédibilité. Ben non, mais c'est ça, je te félicite, je te lève mon chapeau. Merci. Mais bref, tout ça pour dire que il était déjà attendu avec une brique et un fanal. Il n'y a rien de tant démontré que ça au camp qui aurait pu faire comme moi, je suis là, puis je vais vous montrer. Il me semble que être dans sa peau, je me dis, OK, ils veulent pas de moi, checkez-moi bien, allez, je vais vous prouver que vous avez tort. J'ai pas ressenti ça dans son jeu depuis qu'il est arrivé. Puis là,
tu fais le début de saison, juste 3-4 matchs. OK, c'est juste tout petit comme exemple, mais il joue 8 minutes, 7e défenseur. Tu sais, tu fais comme, hey, on a échangé Bolduc, puis là, t'as vraiment C'est le ça. gros contraste de, il se passe ça ici, puis là, notre Bolduc qui est rendu à Montréal, Ouais. ben là, il score 3 buts! Tu sais, fait que là, c'est sûr que les fans, c'est peut-être pas les fans de Montréal, mais ça reste des fans de hockey. Là, ils sont fâchés rares. Là. Uh-huh. Tu sais, fait mais je pense quand même qu'on a gagné, là, mais oui. C'était un échange incompréhensible quand c'est arrivé. Juste, mettez le côté hors glace là, de côté. J'étais comme même, juste le côté hockeyeur. Il joue à Laval, où est-ce qu'il n'est pas dominant, où est-ce qu'il y a des difficultés à lire le jeu puis de prendre des bonnes décisions. Pour un jeune qui a compté 19 buts en 50 de parties sur un 4e trio que tu as choisi en première ronde, mais j'étais comme, quoi? Simon Boisvert, là, qui était avec nous il y a quelque temps, là, il avait dit, j'ai comme ri, la première fois que j'ai reçu la nouvelle d'un ami, j'ai ri, je dis, tu sais, lâche les réseaux sociaux, là, c'est un échange ridicule, ça n'arrivera jamais. C'est arrivé! Ouais. Tu sais, c'est un échange genre que tu fais à NHL puis ça finit là. Tu sais. Ouais, tu dis, ouais, Puis même ouais, le ouais, jeu, ouais, il est ouais. comme pas sûr, là, genre, ajoute quelque chose, s'il vous plaît. Tu sais. Ouais. Oui. Ouais. Bon, on suivra pas Mailloux tant que ça. C'était juste un petit clin d'œil là. Il me reste comme 2-3 petits sujets. OK? On fait ça quick. Rick, je sais que tu me dis que tu n'avais pas eu l'occasion de regarder grand-chose en dehors du Canadien de Montréal. Tu t'étais concentré. Reste que, je ne sais pas si tu as eu vent du début de saison de Michael H. avec 4 buts, 5 passes en 4 matchs, 9 points. Ça, oui. Est-ce que c'est la vraie éclosion de H pour qu'il devienne un vrai deuxième centre de la Ligue nationale en devenir, ou on doit encore se garder une petite gêne vu le calibre universitaire, vu whichever le contexte là, que toi tu pourrais nous souligner ici? Là. Il démontre des belles affaires, surtout son lancer beaucoup amélioré. Il a l'air plus solide sur ses patins, il a l'air plus solide physiquement, alors c'est prometteur, mais la fiche est très trompeuse aussi, par exemple, parce que la première partie qu'ils ont joué, c'était comme une équipe de très bas niveau. Là. Je pense qu'ils ont gagné par 9 buts ou quelque chose comme ça. Là. Puis, c'était une équipe qui était vraiment pas capable de garder le beat avec Michigan. Alors, c'est pas vraiment une bonne façon de voir les choses là, pour son total de points, même s'il a démontré des belles qualités en termes. Quand je regarde un joueur, que ce soit un prospect, un espoir ou un gars pour le prochain repêchage, c'est rare que je vais regarder les points parce que ça peut être trompeur, là, dépendamment de contre qui tu joues. J'essaie de regarder qu'est-ce qu'il fait comme habileté, comme la façon qu'il patine, et je regarde ça. Ça a l'air bien meilleur. Alors, c'est prometteur, mais il ne faut pas trop s'emballer par son total de points pour le moment. C'est bon, parfait. RDS a annoncé vendredi dernier, donc à la veille d'un long week-end de 3 jours, fait que c'est pas si une bonne nouvelle que ça, mettons, qu'il s'était assuré d'avoir les droits de diffusion de 45 matchs du CH pour les prochaines saisons. On ne sait pas la durée encore, contre 60 actuellement. On ne sait pas, là, est-ce que le nombre pourrait grossir ou quoi que ce soit. Puis en plus, la saison prochaine, on tombe à 84 matchs. Moi, j'aimerais ça, tous les matchs RDS, là, pour vrai. Là. Je le sais là, que c'est de la business, là, puis ça se négocie, puis c'est de l'argent, puis tout ça, mais comment, rien qu'un poste, là, tout le monde, là, on serait content. Là. Si on signait 45 matchs, bon, okay, c'est moins de matchs déjà, fait que c'est vraiment de la boîte, mais ça veut quand même dire, en fait, ça veut dire 2 choses. TVA Sport va rester probablement dans le statu quo qu'il y a, ou va peut-être avoir un petit peu plus de matchs. Parce que c'est inconcevable que la Ligue nationale, enfin, je dis Ligue nationale, là, mais on s'entend que c'est Rogers là, qui négocie les droits rendus là. C'est inconcevable que dans le marché francophone, il y aurait des parties qui ne seraient pas accessibles sur RDS et ou TVA ou Radio-Canada. Imagine le scandale si Radio-Can revient dans l'histoire. Mais non, pas un scandale. Ça serait, je pense qu'il y aurait un côté vintage, le fun. Que mais oui, mais je dis scandale, la façon de parler. Là, là, si parce tu me qu'il y dis a que personne TQS revient dans le portrait, là, on parle d'un scandale. Hey, nouveau avec non. TQS. mais tout ça pour dire, c'est soit... Ça serait inconcevable que... Mettons que ce serait 84 matchs. Là. Ce serait inconcevable qu'il y ait une dizaine de matchs, mettons, juste exclusivement... exclusivement en anglais. En anglais.
Puis, mettons juste sur Amazon Prime ou Netflix ou peu importe, OK? Dans un marché anglophone, c'est une chose, puis ça chiale déjà, parce qu'à un moment donné, on peut-tu avoir notre équipe locale, s'il vous plaît? Mais dans un marché francophone, c'est encore moins accessible. Puis, sans être la vache à lait, le Canadien ramène beaucoup en termes de droits. Puis là, et ils vont patente, faire là. les séries, puis ils risquent de faire des longs parcours dans les prochaines saisons. Fait que la valeur, tu sais, pas Augmente. du club, là, Roger, mais de la je vois pas comment diffusion. Roger pourrait se dire ça, honnêtement. Là. Ouais. T'sais, mais il y a quelque chose qui manque. En fait, il y a une donnée manquante. Puis on va le savoir quand TVA va se décider de dire quelque chose. À moins qu'il y ait un nouveau poste, mais un nouveau poste, ça doit passer au CRTC. Il y a des trucs là-dedans qui font en sorte que ça prend. Hey, c'est pas, hey, moi, je vais ouvrir une nouvelle chaîne dans 2 jours. Non, ça prend 2 c'est ans. ça. OK? Ouais. C'est long. Mais Oh. je ne m'y connais pas du tout dans ce monde-là. Là, mais la seule question que je me pose, est-ce qu'on s'en va pas vers un monde où le Canadien va présenter ses propres parties sur leur propre plateforme, avec leur propre équipe? Parce que, Peut-être. de ce que j'ai pu comprendre, TVA Sport perd beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent depuis quelques années. Ben, en fait, ils en perdent depuis le jour 1. Là, ils n'ont jamais fait de profit. Je Alors, confirme, ils n'ont jamais fait de profit. C'est ça, c'est ça que j'ai pu comprendre. Il est Je vraiment pense qu'il payé espérait cher, éventuellement Jean-Charles, faire, pareil. C'est jamais hein, arrivé. Je commence à me poser la question si le Canadien ne prendra pas contrôle de son propre produit sur leur propre plateforme, Ça se pourrait. avec leur propre équipe. Ils mais- contrôleraient tout le message parce qu'on sait que c'est une business. Le Canadien aime beaucoup contrôler le message qui sort. Il aime beaucoup contrôler la présentation. Ouais. Je pense qu'ils ne feront jamais ça à Mais j'ai de la misère à voir Pierre-Rudd comment. et Marc Denis parce qu'ils sont trop appréciés, mais Ouais. TVA, c'est peut-être quelque chose de différent. Ouais, mais je me demande comment est-ce que. Parce que les droits sont octroyés par la Ligue nationale. C'est Rogers pour le Canada qui les a. Puis après ça, Rogers les sous-traite à un autre diffuseur pour la portion francophone. Je vois mal comment le Canadien pourrait venir négocier avec Rogers les droits de télédiffusion de son propre contenu, tu sais. Ça serait directement avec la Ligue nationale. Je vois mal, tu sais, c'est ça. là. J'ai de la misère à voir comment Ok. ça Ben, s'articulerait. est-ce qu'à long terme, là, quand on dit long terme, mettons dans 10, 15, 20 ans, ça pourrait pas être quelque chose qui existerait? Il y a des possibilités. OK? Parce que là, le contrat Mais avec Rogers. présentement, je pense pas. Le contrat avec Rogers, je pense que c'est comme 11 ans. Là. Ouais, ben ils sont partis sur un 11-12 ans, là, comme Ouais. le précédent. Là. Pour 11 mais milliards, le montant a doublé. Là, c'est vraiment c'est ridicule. Puis les gens étaient comme, oh mon Dieu, c'est tellement cher. Puis de l'autre côté, c'est que c'est ça, TVA Sport n'a jamais fait d'argent depuis le début, en partie parce qu'ils ont surpayé, en fait, à l'époque, les droits. Puis Le ça fait Canadien des a effets de neige, sous-performé aussi, tu sais, parce que c'est Oui, dans oui, c'est les ça. Il y a matchs de tout ça, série, mais je suis pas convaincue que même si les Canadiens avaient connu des super bonnes années, qu'au prix qu'ils ont payé les droits à l'époque, dans le contexte économique de l'époque, ils auraient fait tant que ça de profit. En fait, une des raisons principales pourquoi TVA Sport existe encore, puis là, ça fait plus mal qu'avant, par exemple, c'est parce que le groupe TVA, le groupe québécois, amenait assez d'argent pour pallier cette dette-là. Il était prêt à vivre avec ça. La problématique, c'est qu'avec les années et la pandémie, le groupe TVA, le groupe québécois, fait moins de profit. Fait que là, la perte avec TVA Sport fait vraiment plus mal qu'avant. Puis tu sais, on le sait, il y a beaucoup de gens qui délaissent le câble pour aller vers des plateformes X, Y, Z. Fait que tout ça combiné fait en sorte que si au début, ils pouvaient bien vivre avec cette perte-là, aujourd'hui, c'est pas la même chose. Puis RDS aussi, là, ils font moins de profit qu'avant. Là. Ils ont des pertes aussi parce que le marché a changé. Mais là, la Ligue nationale a vendu les droits, négocié les droits avec Rogers de la même façon qu'ils l'ont fait auparavant, sans tant que ça s'adapter au... Zéro, ils ont doublé le. En fait, le- zéro. C'est ça, mais j'ai comme un espoir que Rogers va faire, moi, il faut que je m'adapte un peu pour que ça fonctionne. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Là, c'est une autre histoire parce que, que ce soit Rogers, TVA, peu importe, ils ont de la misère à s'adapter. Il y a des trucs qu'ils auraient pu commencer à faire il y a 10 ans, qu'ils n'ont jamais voulu faire. Puis là, on s'entend, j'ai travaillé chez TVA, d'accord? Ben, écoute, moi, je me souviens, quand j'ai fait mon cours au CRTQ, RDS présentait les matchs en ligne et tu pouvais les payer à l'unité. Oui. Puis ça marchait super bien avec un avant-match différent, puis de la patente, t'avais un petit après-show de 30 minutes. C'était cool. Ça marchait super bien. C'était comme 1,99 le match à l'unité, puis tu pouvais te Là. payer des forfaits. Puis ça a disparu pour fouille-moi la raison. Tu sais. Aujourd'hui, on dit « Hey, Amazon Prime va diffuser le match, c'est le fun, les caméras étaient belles. » Ah oui, mais comme les caméras d'RDS sont déjà là, fait juste le diffuser en ligne. Là. Comme, vous attendez quoi?
Je comprends Mais là, pas. il y a peut-être des clauses au contrat qui se sont ajoutées aussi. C'est peut-être qu'ils ont fait ça parce qu'il y avait un loophole dans le contrat. Puis là, ils ont vu ça, en fait, oh non, attends, nous autres, tu sais, il y a plein Oui, de 100%, de trucs, là. 100%, Alex. Sauf que si tu acquiers les droits de diffusion du Canadien de Montréal, tu es supposé d'avoir une vision 360 de ce que tu peux faire avec ton On est produit. d'accord. Tu es supposé, tu sais. Fait que d'où ton point de tantôt de il y a des choses qu'il va falloir qui changent, puis il faut que ça s'en Ils vienne. n'auront pas le choix. Ben oui, Parce que, je sais. tu sais, je vais prendre l'exemple de PKP, là, parce que c'est lui qu'on entend le plus parler de comme, mon Dieu, la culture se meurt et blablabla, là, tu sais, en général, parce qu'il fait moins d'argent, puis la patente. Sa culture Il y se a pas- meurt, je te dirais plus que... Mais tu sais, il n'y a pas tant sur le fond que les réseaux de télé, en général, ont des difficultés. Puis il y a des raisons là-dessus, dans lesquelles il y a des raisons qui nomment qu'il n'y a pas tort nécessairement là-dessus, mais c'est parce qu'à un moment donné, faut regarder, genre, son nombril. Qu'est-ce qu'on fait pas correctement? Qu'est-ce qu'on fait pas qui pourrait changer la donne? Tu sais, je vais prendre l'exemple, on le voit moins au hockey, mais pour la NFL, RDS fait un truc sur le web qui est le tailgate. Et le dimanche, il y a plusieurs matchs de football et l'équipe, c'est un peu quand même démentiel, mais ils sont là comme tout le long. Mhm. C'est 6 heures non-stop et ils sont là. Ils montrent pas les matchs nécessairement, mais on manque aucun bon Highlights, ouais. highlight ces affaires-là. C'est une façon différente de le voir. C'est Je sais pas Red si- Light ou une affaire de même, là, NFL? Red light, tailgate, je me souviens plus là, Ouais. le terme. En tout cas, il y a un terme, puis c'est Renaud Bourbonnais avec d'autres personnes qui sont là. Mais reste que ce concept-là pourrait être utilisé au hockey Mhm. ou pourrait être adapté. Tu sais, à un moment donné, on est tout le temps on the go, on a notre cellulaire dans la main. Si ça arrive, là, des fois, là, mettons, j'écoute une game de baseball ou de hockey, puis je fais je vais aller m'étendre dans mon lit, ça me tente pas d'avoir une télé dans ma chambre, puis il reste 10 minutes. Mais ça, tu sais, sur mon cellulaire, regarde la fin de la game dans mon lit. Mais tu sais, quelqu'un qui est comme, j'ai le goût de regarder une game à soir, j'en écoute 3 par année, je vais pas avoir le câble, je vais pas avoir d'abonnement, je vais aller chercher ça. Ben, c'est de l'argent que tu perds si tu Ben offres oui. pas ça, tu sais. Fait qu'il y a vraiment comme une grosse réflexion qui a été entamée, mais qu'on dirait qu'il stagne puis qu'il va pas plus loin, sur tout ce qui se passe. Je sais qu'il y a plein de facteurs contraignants, il y a des conditions, il y a des contrats, il y a du monde qui veulent rester dans leur pantoufle. C'est peut-être un petit peu de la Ligue nationale aussi qui met, tu sais, parce que la Ligue nationale, pour vendre des droits, va mettre des conditions, puis là après, c'est Roger va mettre ses propres conditions. Fait que, tu sais, un moment donné, c'est un effet d'entonnoir puis c'est un peu débile, mais tout ça pour dire, il y a tellement de potentiel marketing puis de générer des profits pour s'adapter à ce que c'est la réalité. On le sait que là, je dis les jeunes comme si j'ai 108 ans, mais les jeunes, tu sais, puis j'en fais quand même un peu partie là-dedans, on consomme plus la télé de la même façon. Non, c'est clair. Tu sais, puis je veux dire, j'ai 34 ans, je la consomme différemment, mais les générations après, là, Il y a ils vont pas consomme plus. nécessairement revenir au câble. Fait que, tu sais, Non. bref, il y a une grosse réflexion face à ça, parce que nous, on est comme en deux. Là. Tu sais, on a connu la télé, fait que c'est cool, mais on aime bien le streaming aussi. Fait qu'on est les deux. Mais bref, il y a tellement de trucs. Mais le truc de RDS, d'en avoir 45, c'est 15 de moins que d'habitude. Puis là, tu fais, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Mais t'as pas la donnée qui te permet de comprendre pourquoi. Puis moi, c'est ça qui me chicote, parce que est-ce que c'est TVA Sport qui va en avoir encore plus? Je suis pas sûre que mes oreilles vont s'en remettre, mais c'est correct, on va dealer avec ça. Ou sinon, j'irai l'écouter en anglais ou peu importe. Mais qu'est-ce qui arrive avec ces 15 matchs-là? Parce que la Ligue nationale n'a pas changé de 82 à 60 matchs. Là. Non. Fait que je me demande juste, est-ce que les partisans vont perdre au change à ce niveau-là? Probablement. Dossier à suivre. Gros merci Alexandra et Rick pour votre participation au podcast Les Glorieux. Comme je le disais tantôt, en deux bouts où est-ce qu'on parlait de Lane Hutson. Je sais pas si vous avez remarqué, je pense qu'on a parlé un petit peu de Lane Hutson aujourd'hui. On a un décroche. Comme je disais tantôt, nous avons un Patreon, donc patreon.com/Les Glorieux. Et nous, on se dit bye-bye, là, ceux qui ont tout écouté le podcast, là, mais les gens qui sont nos abonnés Patreon, eux autres, il y a un bout supplémentaire après. Fait qu'on les rejoint dans quelques instants. Juste le temps de vous remercier d'avoir été là, tout le monde. C'était JB Gagné, votre animateur, puis on se dit à la prochaine pour un autre épisode du podcast Les Glorieux. Bye bye tout le monde!